Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs. Voici les titres de votre journal. C'est un acte fort de reconnaissance. La haute autorité de la communication honore les hommes et les femmes de médias pour leur couverture responsable du scrutin présidentiel. La RTG est particulièrement mise en avant pour son engagement à informer avec précision et impartialité. On fera le point tout à l'heure. Focus ce soir sur un endroit chargé d'histoire, mais qui risque malheureusement de s'éteindre. L'imprimerie Patrice Lumumba se trouve depuis des années maintenant dans une situation lamentable. Les anciens travailleurs plaident pour sa réhabilitation. Nous serons à l'école doctorale de l'ISAF de Farana. Plusieurs experts de la sous-région viennent de se retrouver au sein de l'établissement. Un échange de bonnes pratiques pour booster la recherche sur plusieurs questions de développement. Notre correspondant est sur place. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Tout d'abord, le Premier ministre a accordé une audience aux membres de la commission technique chargée du suivi des recommandations issues des assises nationales. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de continuité de l'action publique et de consolidation des acquis enregistrés. Les échanges ont porté sur l'état d'avancement des travaux et la mise en œuvre des recommandations. Ousmane Bangoura. Ce jeudi, le Premier ministre Amadou Ouriba a échangé avec les membres de la commission technique chargée du suivi de la mise en œuvre des 45 recommandations issues des assises nationales. Une rencontre qui s'inscrit dans la dynamique de consolidation de la paix, de l'unité nationale et de la gouvernance institutionnelle. Les échanges ont permis de faire le point sur l'état d'avancement des 45 recommandations issues des assises nationales. L'objectif recherché, c'était d'arriver à une élection présidentielle apaisée, transparente, ce qui fut fait en Guinée. Nous rendons grâce à Dieu le Tout-Puissant et la commission a mis à profit l'entretien pour féliciter M. le Premier ministre pour son leadership éclairé, surtout sa proximité avec le peuple. C'est ce qui manquait à la Guinée, que les dirigeants soient plus près de la population. Et on a également formulé des recommandations à l'attention de M. le Premier ministre pour permettre à ce que les membres de cette commission continuent à accompagner l'État guinéen dans le cadre du développement socio-économique tel que sollicité par le chef de l'État. Nous avons travaillé pour le peuple et je garde l'espoir que le peuple continuera encore à bénéficier de l'expertise de tout un chacun de nous, notamment de nos doyens, à qui je tiens à rendre un hommage mérité. Et ils ont mené ce combat avec leur fils dans la plus grande convivialité. Et nous avons largement bénéficié de leur expertise, mais de leurs sages conseils que nous comptons mettre en œuvre pour la bonne continuation de nos activités. Au nom du président de la République, Mamadi Doumbouya, le Premier ministre a salué le travail accompli et les résultats obtenus au bénéfice de la nation. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à assurer la transmission fidèle et la mise en œuvre effective des recommandations formulées. À présent, le contenu de cette lettre de félicitations du président de la République algérienne démocratique et populaire à son Excellence Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée. Excellence et chers frères, il me plaît à l'occasion de votre élection en tant que président de la République de Guinée de vous adresser mes sincères et chaleureuses félicitations auxquelles je joins mes vœux les meilleurs de succès et de réussite dans l'exercice de vos nobles fonctions. Cette confirmation démocratique que le peuple guinéen vous a exprimée représente une importante étape sur la voie de la transition et témoigne de la confiance que vos concitoyens ont placée en vous pour diriger votre pays vers un avenir de stabilité et de prospérité. En cette occasion, qui nous rappelle les liens historiques et la profondeur des relations fraternelles qui unissent nos deux pays frères, je tiens à vous faire part, ainsi qu'au peuple guinéen frère, de nos sincères vœux de succès et de réussite dans cette nouvelle phase, tout en réaffirmant notre disponibilité à œuvrer au renforcement des relations de coopération et à leur rehaussement au plus haut niveau, afin de répondre aux ambitions de nos deux peuples frères et de servir leurs intérêts communs.
Je vous prie de croire, Excellences et chers frères, en l'assurance de ma très haute considération, Abdelmajid Tebboune. Pendant ce temps, la haute autorité de la communication salue le travail des professionnels des médias tout au long du processus électoral. À l'occasion d'une cérémonie de reconnaissance, la HAC a particulièrement rendu hommage à la RTG pour la qualité de sa production et la diffusion d'une information équilibrée durant le processus électoral. L'institution de régulation en a profité pour inviter les hommes de médias à poursuivre leur mission dans le strict respect de l'éthique et de la déontologie. Mamadou Saliouba. Au palais historique du 25 août, ces professionnels de l'information des médias publics et privés se retrouvent autour des commissaires de la haute autorité de la communication. Une rencontre empreinte de convivialité pour célébrer le travail professionnel effectué par les hommes des médias durant la campagne électorale, mais aussi le jour des scrutins. En première ligne de la campagne médiatique, la radiodiffusion-télévision guinéenne a son actif 9 équipes multimédia affectées aux différents candidats à la présidentielle, la production et la diffusion des journaux de campagne, ainsi que d'autres émissions spéciales pour offrir aux citoyens une information équilibrée et accessible. La presse a joué un rôle central dans la préservation de la paix et dans le maintien de la stabilité. Je m'arrête un instant pour saluer le courage et le professionnalisme dont les membres de ces équipes multimédia ont fait montre. C'est un exemple qu'il faut saluer. Je voudrais remercier personnellement la directrice générale de la radio-télévision guinéenne qui a su constituer ces équipes de professionnels expérimentés et qui ont fait un travail remarquable. Au dire de la haute autorité de la communication, la presse guinéenne a fait preuve de professionnalisme tout au long du processus électoral. Aux côtés de la RTG, d'autres médias de service public, comme le quotidien national Oroya, l'agence guinéenne de presse, la radio rurale de Guinée, sont célébrés, tout comme les médias privés. Informer avec rigueur, donner la parole aux différents acteurs, éclairer le citoyen, lutter contre la désinformation et préserver la paix sociale sont autant de missions essentielles que nous avons assumées avec professionnalisme, engagement et sens de l'éthique. Cette cérémonie se veut un témoignage de gratitude, mais aussi d'encouragement à poursuivre avec la même détermination notre mission au service de la vérité, de la paix et de l'intérêt général des Guinéens. Je suis convaincu que les efforts déployés par l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée, ainsi que les médias de service public, ont contribué à informer les citoyens et à promouvoir une participation active à la vie politique à travers le vote. Cette rencontre à l'allure de bilan de la couverture médiatique du processus électoral était aussi une occasion pour encourager la responsabilité et l'éthique dans l'exercice de la profession de journaliste. À présent, le contenu de ce communiqué de la Haute Autorité de la Communication, communiqué relatif à l'accréditation pour la couverture médiatique de la cérémonie officielle d'investiture du président de la République de Guinée. La Haute Autorité de la Communication adresse ses compliments à la presse nationale et internationale pour la couverture médiatique de l'élection du président de la République le 28 décembre 2025. La HAC a saisi cette occasion pour rappeler que la cérémonie de prestation de serment du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, est prévue le samedi 17 janvier 2026 au stade général Lansana Conté de Nongo, Conakry. Par conséquent, la HAC invite les responsables des organes de presse audiovisuelle, écrite en ligne, ainsi que la presse internationale, désireux d'assurer la couverture médiatique de cet événement
à lui fournir la liste des journalistes et techniciens de médias désignés à cet effet. Chaque demande doit comporter nom et prénom des journalistes et techniciens désignés, médias, numéro de la carte de presse, exercice 2025-2027 et numéro de téléphone. Le dernier délai de dépôt des listes est fixé au lundi 12 janvier 2026 à 12h au siège de la HAC. La HAC sait compter sur la diligence habituelle des responsables des médias qu'on a créé le 7 janvier 2026, le président Boubacar Yassine Diallo. Parlons à présent d'une réforme majeure engagée par le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, à travers la Caisse nationale de prévoyance sociale. Et il s'agit de la bancarisation des pensions de retraite. Désormais, les bénéficiaires perçoivent directement leurs allocations par virement bancaire, une mesure destinée à renforcer la transparence, la sécurité, mais surtout la régularité des paiements. Dans les préfectures de Dubreka et de Koya, une de nos équipes est allée à la rencontre des retraités qui saluent cette initiative portée par la CNPS. On fait le point avec Alpha Isiagabar. Nous sommes au service de pension de la préfecture de Dubreka. Il est 10 heures, pas une dizaine de pensionnés dans la salle d'attente. Tous sont presque dans les virements bancaires. C'est l'une des plus grandes réformes opérées sous l'ère CNRD, mise en œuvre par la Caisse nationale de prévoyance sociale. Actuellement, nous sommes payés mensuellement comme les autres à travers de la fonction publique. Deuxièmement, il y a eu une amélioration de la pension. Virement bancaire, ici tout le monde est vivi. Ce que je dirais à monsieur le président, c'est de le remercier. En plus, la directrice la remercie parce que c'est grâce à elle, elle s'est battue auprès du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des fonctionnaires retraités. Il y a une nette amélioration du service des pensions. La bancarisation des salaires, le paiement mensuel appuyé, qui a été appuyé par le CNRD, et l'augmentation substantielle de la pension. Ça, c'est un acquis majeur. De Dubreka, nous prenons la direction de Koya. Dans le Sumbouya, la pension des retraités est désormais sécurisée. La joie des pensionnés est totale. Les pensions ont été revues à la hausse. Il y a le virement des pensions de la retraite dans les institutions bancaires. Et cela a permis aux pensionnés de bénéficier de beaucoup d'avantages. Donc nos remerciements vont d'abord à l'endroit de la générale Aminata, qui ne ménage aucun effort vraiment pour nous mettre à l'aise. Ça n'a jamais été organisé comme ça. Les pensions ont été rehaussées. Le virement est d'abord une très bonne chose et je suis très content d'être viré. Parce qu'au moins, j'ai la possibilité d'économiser parce qu'au moins, je peux retirer tout ce que je veux avec beaucoup de sécurité. Avant le virement de la pension dans les différentes banques, la Direction générale de la Caisse nationale de prévoyance sociale avait initié une vaste opération de recensement biométrique. L'opération se poursuit en ce moment à domicile avec les assurés sociaux maladies immobilisés et sera élargie pour les pensionnés de l'intérieur du pays. Merci à Alpha Isiagaba pour toutes ces explications. Dans l'actualité, encore une mission du ministère des Infrastructures et des Travaux Publics est actuellement en séjour à l'intérieur du pays. À Mamou, le ministre Laïsekou Kamara a présidé une importante réunion technique et d'orientation avec les acteurs impliqués dans la construction et le bitumage des axes Mamou-Labé, Mamou-Farana. Au centre des discussions, le réaménagement du calendrier des travaux et la mise en place d'une stratégie de suivi rapproché des chantiers. Ablé Yarassila, Abakar Junior Kamara. Dans cette salle, les acteurs impliqués dans le processus de construction et de bitumage de la route Mamou-Labé et Mamou-Farana. Des entreprises, les bureaux de contrôle, l'administration et contrôle des grands projets, le département de tutelle et ses directions sectorielles. Ils sont invités par le ministre des Travaux publics afin d'échanger sur le réaménagement du délai contractuel de ce projet. De 22 mois, le délai est réduit à 15 mois, vu l'urgence que ce projet représente pour l'État. Nous avons eu à lancer ces projets il y a quelques semaines, en arrière, avant les élections. Pour certaines personnes, ce lancement, peut-être c'était la campagne. Et c'est juste aujourd'hui de démontrer que ce n'est pas une affaire de campagne, c'est plutôt de la réalité des faits.
Nous sommes en plein axe comme ça de la nouvelle route et vous avez observé que vraiment ça va diminuer beaucoup les tournants qui sont sur la route. Donc ça c'est vraiment un bon gain. Ça c'est un projet de qualité et la route va finir dans le délai. Nous avons même discuté le délai ce matin. Nous avons demandé aux entreprises de faire des efforts pour réduire le délai de 24 mois à 15 mois. 150 km entre Mamou-Labé. Aujourd'hui, les travaux de dégagement sont en cours et le ministre exige aux entreprises de travailler 24 heures sur 24 afin de respecter ces 15 mois comme délai contractuel. Les entreprises s'engagent. Il faudrait en ce moment qu'on réadapte les plannings pour pouvoir exécuter les travaux dans un délai de 15 mois. Bon, cela va supposer évidemment des moyens beaucoup plus consistants pour atteindre les rendements évoqués dans ces plannings-là. Et sur ça, quand même, nous allons veiller à ce que ces rendements-là soient atteints. Les autorités régionales sont mises à contribution pour le suivi rapproché de ces projets de développement. Je vais accompagner les entreprises par rapport à des difficultés qu'ils peuvent rencontrer, donc avec la population, mais aussi avec la structure pour éviter la lenteur. Les routes Mamou-Farana et Mamou-Labé constituent aujourd'hui une priorité pour le gouvernement guinéen. Des routes stratégiques qui vont désenclaver plusieurs villes du pays. Le ministère des Infrastructures et des Travaux publics entend donc désenclaver les collectivités en vue de faciliter la circulation des personnes et de leurs biens. Et c'est justement dans ce cadre que sur le financement du fonds d'entretien routier, les travaux de construction d'un pont de franchissement viennent d'être lancés dans la préfecture de Mali, située sur la route internationale Mali-Sénégal. L'ouvrage, une fois terminé, permettra de relier plusieurs localités et de renforcer les échanges dans la zone. Nabila et Moussa Kamara, Sarafoudine Diallo. Au rythme du Tabala, autorités administratives et populations locales se sont fortement mobilisées pour le lancement officiel des travaux de construction du pont sur le fleuve Liti d'Idéol. La cérémonie se déroule en présence des responsables du ministère des Infrastructures et des Travaux publics. Ce pont de 36 mètres linéaires sur 6 mètres de hauteur avec une largeur de 7 mètres est financé à 100% par le fonds d'entretien routier pour un montant TTC de plus de 4 milliards 800 millions de nos francs pour un délai d'exécution de 6 mois. C'est un pont qui a fait tellement de dégâts. Il y a eu des vies humaines qu'on a perdues là-bas. Donc l'État a jugé nécessaire de pallier à la souffrance de cette population. Donc c'est un pont qui vraiment désenclave 3 des 4 sous-préfectures. À noter que sur ce axe routier, il s'agit du 3e pont réalisé en l'espace de quelques mois par le gouvernement à travers la Direction générale des routes préfectorales. Je voudrais, au nom des populations bénéficiaires, exprimer notre gratitude au gouvernement guinéen sous le leadership éclairé de son Excellence Al-Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, pour sa vision résolument tournée vers le développement local. C'est des zones de production et qui étaient complètement coupées. Mais aujourd'hui, grâce à la réalisation de cet ouvrage, ces sous-préfectures seront reliées et pourront écouler facilement leurs marchandises et leur bien-être. Et donc, je vais dire que la population est contente pour le président de la République. Située au nord de la Guinée, la préfecture de Mali partage près de 400 km de frontière avec le Mali et le Sénégal. Une véritable zone d'échange transfrontalier qui justifie la construction de tels ouvrages au service du bien-être des usagers et des populations bénéficiaires. Et puis, mesdames et messieurs, vous le savez peut-être, parmi les symboles les plus marquants de l'indépendance de la Guinée figure en bonne place l'imprimerie Patrice Lumumba. Implantée à Kolaya dans la commune de Matam, cette imprimerie a longtemps incarné la fierté d'une Guinée libre, souveraine et créative. Malheureusement, vous allez le voir tout à l'heure, ce joyau du patrimoine historique traverse aujourd'hui une période de profond déclin au point de ne plus être que l'ombre de sa grandeur passée. C'est le grand format de ce journal. Il est signé Adia Adama Magasuba. Créée en fin d'année 1961 sous la vision du président Ahmed Sékou Touré,
L'imprimerie Patrice Lumumba, du nom du premier ministre de la RDC, fut l'un des joyaux du développement intellectuel et éducatif du jeune État guinéen. C'est dans ce complexe que se fabriquaient les manuels scolaires, le journal officiel, les affiches de sensibilisation et les journaux qui accompagnaient la construction de la conscience nationale. Le nom de ce patrimoine résonnait très loin, au-delà des frontières guinéennes. Du Sénégal au Mali, en passant par la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau, tous saluaient la qualité de ses impressions et la rigueur de son personnel technique. Oui, effectivement. On envoyait même des cahiers au Libéria, en Sierra Leone et comme ça. Si on donne, on va à un autre, fait qu'on a assez. Il y avait la production, on travaillait matin et soir. Alors, vraiment, le monde, les élèves guinéens n'avaient aucun problème dans ce cadre-là. C'était donné gratuitement. C'est dommage, ces machines ont été vandalisées. Le premier président de la Guinée, Feu Ahmed Sékou Touré, a voulu tout faire en grand. Il n'a jamais voulu faire des petites choses. C'est pourquoi l'imprimerie était faite pour pouvoir servir toute la sous-région ouest-africaine. Imaginez-vous, les titres et valeurs, ça se faisait là-bas. Les cahiers et enveloppes, ça se faisait à Patrice Lumumba. Le Coran qu'on faisait à Lumumba, c'était la meilleure version du Coran en Afrique de l'Ouest. Et, dites-vous, c'était pas la pagaille, c'était pas géré par n'importe qui. C'était géré par Feu El Hadj Abdraman Kaba, qui était l'imam adjoint de la mosquée Faisal et qui a fait ses hautes études à l'université Al-Azhar en Égypte. Franchement, j'ai le cœur meurtri qu'on me demande aujourd'hui de parler de l'imprimerie Patrice Lumumba. Parce que quand je sais ce que ces travailleurs de l'imprimerie ont fait pour la patrie, qu'ils ont fait pour la nation, pour le pays, pour la grandeur de la Guinée, et que je vois aujourd'hui beaucoup de ces travailleurs qui vivent vraiment d'une manière misérable, ça me donne de la peine au cœur. Fruit de la coopération guinéo-allemande, elle a permis à notre pays d'imprimer de nombreuses revues, des livres, mais aussi des cahiers et documents administratifs officiels. C'est choquant. Et ici, nous sommes devant les ateliers du complexe industriel polygraphique Patrice Lumumba. À l'époque, c'était le plus grand complexe polygraphique de l'Afrique de l'Ouest. Les enseignants, eux, voyaient en cette institution un appui inestimable pour la diffusion des manuels scolaires et des œuvres éducatives. Mais en 1984, après la disparition du président Ahmed Sékou Touré, le destin de ce complexe s'assombrit. Les machines se sont tues, le personnel dispersé et le bâtiment, autrefois bourdonnant d'activité, est devenu un vestige du passé. Mais ils n'ont qu'à penser à nous. Nous avons servi loyalement cet État. Je suis venu à l'imprimerie en 1960, jusqu'à sa fermeture. J'étais à l'imprimerie. Quand ils ont fermé l'imprimerie, 120 000 francs par trimestre, toute hiérarchie confondue. 120 000 francs par trimestre. Après, aujourd'hui, nous sommes à 500 000 francs par personne. Dans ce complexe, le Saint-Courant était souvent produit à la demande des autorités saoudiennes qui appréciaient grandement le produit fini. Il y avait également au sein de cette bâtisse un réfectoire qui servait de salle de spectacle et de répétition des orchestres nationaux et l'ensemble instrumental et choral national dirigé par le charismatique El Hadj Touré Kandia Kouyaté. On avait une salle culturelle. Ça servait de restaurant, ça servait de trucs culturels. Les artistes y venaient, les grands ballets africains qui ont fait la grandeur de la Guinée répétaient là-bas. L'ensemble instrumental qui a fait la grandeur de la Guinée répétait là-bas. À l'heure où la Guinée s'efforce de construire ses fondations économiques et culturelles, la relance de l'imprimerie Patrice Lumumba serait bien plus qu'un simple geste de mémoire. Ce serait un acte de continuité historique, une volonté de redonner à la jeunesse guinéenne les outils du savoir et de la fierté.
Merci à Hadja Adama Magasuba pour le grand format de ce soir. Dans le reste de l'actualité, la nouvelle direction de l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique engage un vaste programme d'implantation de ces structures à l'intérieur du pays. Cette première phase concerne les capitales régionales de la Guinée avec l'identification de sites destinés à la construction des décharges. L'objectif est d'améliorer le système de collecte des ordures et les conditions de salubrité au sein des collectivités locales. Nabila Moussa Kamara, Sekou Sissoko. La nouvelle équipe dirigeante de l'ANASP est dans une dynamique de planification des actions pour une décentralisation intégrée à l'intérieur du pays. Cette première étape du projet, les capitales régionales de la Guinée seront touchées. Des sites prévus pour la construction des décharges sont à ce jour identifiés afin d'améliorer la gestion des ordures. Ma satisfaction est totale. Quand on parle de commune, il faut parler d'assainissement. Donc, dans une ville comme Kindia, déjà, on a eu la chance d'avoir la première agence d'assainissement dans notre préfecture. Donc, c'est ce qui continue à chaque occasion. Il faut essayer de perfectionner les méthodes pour que l'objectif final soit atteint. L'ANASP a pour vocation non seulement d'accompagner les collectivités locales, mais aussi d'apporter leur expertise en termes de conseils, en termes d'orientation par rapport à de la chaîne de gestion des déchets au niveau régional. La commune de Kindia est confrontée aujourd'hui aux mêmes difficultés qu'on a créées en termes de gestion des déchets. C'est pourquoi l'ANASP a jugé utile de déployer son antenne ici et d'apporter ses soutiens logistiques et ses soutiens opérationnels à la décharge de Kindia. Pour renforcer la nouvelle stratégie de gestion des déchets, cette mission de l'ANASP s'est rendue à l'Abbé pour mettre en place des antennes régionales. Cette démarche qui est entamée, ça va se poursuivre comme ça pour que en quelque sorte, des antennes de l'ANASP soient installées dans les capitales régionales pour pouvoir en quelque sorte faire bénéficier à ces collectivités aussi de l'appui de l'État et des partenaires techniques et financiers dans le cadre de l'amélioration de leur environnement urbain. Le fait aussi de décentraliser l'agence de Conakry jusqu'au niveau de la région administrative de l'Abbé, ça prouve à suffisance que l'État est préoccupé par rapport à ce que nous vivons au sein des différentes communes urbaines de la Guinée. À travers cette démultiplication des activités d'assainissement, la Direction générale de l'ANASP entend dorénavant initier des séances de formation à l'intention de ces antennes. D'autres actions citoyennes seront envisagées afin d'amener les citoyens à une prise de conscience et à un changement de comportement. L'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh vient d'organiser la deuxième édition du colloque international Mines et Société. Cette rencontre scientifique a réuni des enseignants-chercheurs guinéens et internationaux autour des enjeux de l'innovation technologique et de l'industrie extractive. Il s'agit en termes clairs de renforcer la protection de l'environnement et de promouvoir un dialogue constructif entre les différents acteurs du secteur minier. Noussa Tawel Kamara. Innovation technologique et industrie extractive, perspective pour une Afrique durable et compétitive. C'est le thème de cette deuxième édition du colloque international Mines et Société qui se tient ici à l'Institut Mines et Géologie de Bokeh. Une rencontre de 3 jours qui regroupe étudiants, enseignants, chercheurs et doctorants guinéens et étrangers. Il s'agit pour ces participants d'échanger sur les défis et les opportunités liées à l'exploitation des ressources minières du pays. Notre institution étant le référent académique dans le domaine des mines et géologie, il est de notre devoir de penser à regrouper des spécialistes pour avoir des bonnes pratiques à travers des discussions scientifiques, à travers les échanges d'expériences et les recommandations qui vont sortir de ces discussions puissent être pour nous des bases pour la gestion durable de nos ressources. Durant les 3 jours d'intenses travaux, des notions comme la nouvelle technologie d'extraction de la bauxite, la transformation et la protection de l'environnement ont été passées au peigne fin par ces acteurs clés du secteur minier guinéen et étranger. Il est extrêmement important que les Africains que nous sommes, nous prenons en charge par rapport à la problématique des mines qui contribue énormément à notre développement.
mais aussi qui laisse des traces du point de vue société, ce qui impose forcément une complémentarité de gestion et une implication des acteurs à la base pour que, après ces mines-là, on n'ait pas de problèmes à gérer à long terme. Chez nous, en Guinée, nous avons la bauxite à gogo. Très malheureusement, le sol guinéen est encore vierge en matière de recherche. Donc, les objectifs de développement durable en tiennent compte. Si le territoire guinéen est connu, il va sans dire qu'on pourra exploiter d'une manière très rationnelle. À l'issue des travaux, quelques recommandations concrètes ont été formulées par les participants. Il s'agit notamment de la promotion d'un dialogue constructif entre les différents acteurs clés du secteur minier, mais aussi la responsabilité sociétale et environnementale dans l'exploitation minière. Je le disais également au sommaire, l'école doctorale de l'ISAF de Farana connaît une dynamique nouvelle portée par une intensification des échanges scientifiques, une rencontre de haut niveau marquée par la participation d'experts venus de Burkina Faso et du Bénin. Les débats portent sur le génie rural et les systèmes pastoraux, deux axes importants pour le développement agricole de la sous-région. Pendant 3 jours d'intenses travaux, des professeurs titulaires ont présenté les résultats de leurs recherches. Ibrahima Oulem Fofana. Nous sommes à l'ISAF de Farana, l'unique institut supérieur agronomique de la Guinée. Aujourd'hui, cet institut supérieur émerge de plus en plus en recherche scientifique grâce à ses partenariats avec certains pays de l'espace CAMES, comme le Burkina et le Bénin. Ce cadre de présentation des résultats de recherche avec cet expert de Ouagadougou en génie rural en est une illustration. C'est dans ce domaine qu'on se préoccupe de faire des routes qui ne se déforment pas beaucoup, des barrages en terre qui ne se rompent pas, de construire des maisons en tenant compte quelquefois des savoirs endogènes, des savoirs locaux, de telle sorte qu'on n'ait pas besoin de faire appel à beaucoup d'électricité. Il n'est pas exclu qu'il y ait d'autres départements qui sont intéressés. Au cours de la 2e journée de cette série d'activités scientifiques, c'est au tour de l'expert du Bénin. À cette rencontre, les résultats de recherche en systèmes pastoraux, agroforesterie et aménagement forestier sont présentés. Des échanges assez bénéfiques pour les étudiants et encadrants, ainsi qu'à l'école doctorale de l'ISAF de Farana. Je peux rassurer que ce n'est en rien différent de ce que nous observons dans la sous-région et que Farana est très bien inscrit dans le concert des écoles doctorales en sciences agronomiques en Afrique de l'Ouest. L'essentiel des secteurs d'activité de nos doctorants ou même de l'ISAF repose sur les missions de l'ISAF. L'ISAF de Farana a 3 missions. Il s'agit de la formation, de la recherche et du service à la communauté. Alors, puisque notre communauté est purement agro-pastorale, alors toutes nos activités sont agro-pastorales, ce sont des activités du monde rural. Ces 3 jours d'activité sont bouclés par 2 présentations de thèses en doctorat, dont la première sur l'étude de la valorisation des déchets plastiques en briques et pavés écologiques dans la ville de Farana et la seconde sur la durabilité et de la résilience des exploitations de l'Union des groupements maraîchers, Kankeling et de l'Union Nerika dans la préfecture de Farana. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans quelques jours pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir à tous.